BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous propose de vous faire plaisir. Le vin fait partie de ces placements plaisir qui, sur la durée, en plus, rapportent plus que la bourse. Quand vous regardez les performances des indices vins sur plusieurs années, eh bien, ils progressent plus, ces indices vins, que le CAC 40. Alors, comment faire du vin un bon placement? On va vous apporter toutes les clés avec Angélique Delanxin pour idealwine.com. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous allez nous dire quel millésime privilégié pour faire du vin un bon placement. D'abord, on est en pleine période de vendange, là, en France. Elles sont en cours, certaines se terminent même. Quel premier bilan peut-on en tirer? Comment s'annonce cette récolte 2016? Plutôt maigre. Les prévisions du ministère de la Culture à fin août, donc avant que les vendanges soient terminées, établissaient les volumes prévisibles à moins 10% par rapport à l'année dernière. Donc là, la récolte n'est pas encore terminée, mais c'est vrai que les vignerons ont dû faire face à 3 fléaux, une conjonction rarissime d'ailleurs au sein d'un même millésime. D'une part, vous avez eu des épisodes de grêle qui ont été absolument dramatiques, notamment à Chablis, où certaines parcelles ont été détruites à 100% en quelques minutes. Il y a eu également un gel très tardif au printemps qui a vraiment fait beaucoup de mal, notamment dans la Loire. Et pour finir, une succession de maladies extrêmement compliquées à traiter, qui ont même amené parfois certains vignerons, malheureusement, certains qui étaient passés en bio, à renoncer à cette philosophie pour revenir à des traitements. Donc ça va oblitérer non seulement la récolte 2016, mais ça va peser également sur les années à venir. Ça va peser durablement là. La vigne a été abîmée en fait par cette succession de fléaux, donc ça va poser des problèmes non seulement sur le 2016, mais pour les millésimes qui suivent. L'été a été plutôt sec, plutôt chaud, le mois de septembre également. C'est le printemps en fait qui a posé problème. C'est au printemps que tout s'est joué. Oui, alors après, dans les différentes régions, la situation est pas toujours la même. C'est vrai qu'à Bordeaux, par exemple, on a eu un été extraordinairement chaud, d'ailleurs qui a entraîné ce qu'on appelle un stress hydrique sur certaines vignes, notamment les plus jeunes, qui ont vraiment beaucoup souffert de la chaleur. On a eu un petit peu de pluie en septembre qui est revenu rééquilibrer tout ça, et les vendanges à Bordeaux se déroulent plutôt confortablement avec des conditions météo très saines actuellement. Donc Bordeaux s'en tire bien, la production globale va même peut-être être en légère augmentation par rapport à l'année dernière, même si quelques grands domaines nous ont indiqué avoir perdu quand même 20% de leur production. Donc c'est un petit peu variable d'une appellation à l'autre. En revanche, en Bourgogne, par exemple, la situation est vraiment très très différente, et c'est un énorme problème parce qu'on anticipe au minimum moins 25% de volume cette année, avec, comme je vous le disais, certains endroits où la grêle, le gel, les maladies ont vraiment fait des dégâts encore plus importants. Donc ça va être très compliqué. Également dans la Loire, donc une région aussi où on est à moins 35% au niveau des volumes, donc ça va être, d'une manière générale, Chinon, le Muscadet ont été très 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 touchés. Après, dans le Languedoc et dans le Rhône, on va avoir des petites récoltes, mais de très belle qualité. D'ailleurs, dans l'ensemble du vignoble, c'est ça la grosse frustration, c'est que ce qui est récolté est de très très belle qualité. On en a perdu beaucoup, mais ce qui reste va être beau. Et puis en Champagne aussi, une situation un petit peu compliquée avec une baisse de volume. Et vous le disiez, les dégâts sont structurels. En tout cas, ils vont avoir des répercussions durables sur les vignobles. Quel sera l'impact du coup de cette faible récolte sur les prix? On est dans l'intégral placement. Qu'est-ce que ça va entraîner sur les prix du vin là dans les prochains mois, les prochaines années, sur les primeurs de l'an prochain pour ceux qui souhaiteraient investir? Je vous laisse l'imaginer, baisse de volume, notamment dans des régions où on a des petites exploitations. Ça va mécaniquement engendrer des hausses de cours, ce qui n'est pas forcément une nouvelle très positive sur un marché qui est déjà très tendu, notamment sur les vins de Bourgogne, où l'offre est clairement insuffisante pour répondre à la demande mondiale. Pourtant, les exportations françaises continuent à bien se porter. On a eu de bons chiffres au premier semestre. Oui, on a eu de très bons chiffres. On a même eu un chiffre record de 5,3 milliards d'exportations, un chiffre en augmentation de 1%. Mais derrière ce bon chiffre, en fait, on a des situations qui sont un petit peu différentes, parce que ce bon chiffre, il a été porté par 2 segments du marché, qui sont les spiritueux, qui ont bien progressé, et également les vins effervescents. En revanche, pour ce que l'on appelle les vins tranquilles, les exportations sont en léger recul, moins 3% en volume et moins 2% en valeur. Et ça,
c'est un vrai sujet parce que c'est lié très exactement à la difficulté à fournir les marchés internationaux. Pendant ce temps-là, la concurrence internationale vient s'installer et c'est très difficile ensuite à terme de retrouver ces parts de marché qui ont été perdues par cette difficulté à approvisionner. Bon, et ça va se dégrader donc avec cette récolte faible en quantité, bonne en qualité, mais très faible en quantité de cette année 2016, justement, sur le marché des ventes aux enchères. Est-ce que tout ça a déjà des répercussions? Enfin voilà, est-ce que vous constatez un impact? Le millésime 2016, bon, pour l'instant, évidemment, il n'a pas d'impact. En revanche, c'est pas le premier millésime à être faible en qualité, en quantité. Ça a été le cas également des 5 dernières années récentes, enfin des années récentes, peut-être 2015 un petit peu mis à part, mais 14, 13, 12, 11 étaient des petites récoltes également. Donc, ça a 3 conséquences sur notre marché des enchères. Le premier, c'est que ces millésimes récents sont vendus à des niveaux de prix assez élevés, donc sont parfois difficiles à écouler. La deuxième répercussion qui découle de la première d'ailleurs, c'est que les millésimes plus anciens, eux, retrouvent une très forte attractivité dans les ventes et paraissent même incroyablement peu cher et attractif par rapport à ces millésimes récents qui sont pour certains moins qualitatifs. Alors c'est important là, c'est parce que ça peut apporter aussi des idées d'investissement à nos auditeurs, nos téléspectateurs, les millésimes anciens qui voient leur prix baisser alors que leur qualité est plutôt bonne et donc un super rapport qualité-prix. Oui, absolument. Alors les prix ne baissent pas forcément, mais c'est la comparaison avec le prix des millésimes récents qui rend très attractif l'achat de millésimes plus anciens. Et puis la troisième conséquence, c'est que les amateurs élargissent le champ des possibles et s'intéresse à un nombre de régions aujourd'hui croissant. On n'est plus uniquement dans la dichotomie Bordeaux-Bourgogne. Ah oui, il y a de nouvelles régions émergentes là, nouveaux émergents dans le monde du vin en France. Alors c'est pas forcément nouveau, mais disons que en tout cas dans les ventes aux enchères, on constate des prix qui sont assez extravagants sur, je pense par exemple à un domaine de la Loire. Je pense que la semaine dernière sur Ideal Wine, on a vendu le Saumur Champigny le plus cher au monde, un magnum de ce Saumur Champigny Clos Rougeard, la cuvée Le Bourg 2011, donc qui est pourtant pas un millésime très, très ancien. Un format un peu atypique, le Magnum, qui s'est vendu 1 320 €. Donc là, on a vraiment une bagarre mondiale sur un vin de la vallée de la Loire, qui est une région, il y a 10 ans, qui était quasiment inexistante dans les ventes aux enchères. Alors justement, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, le grand public également qui nous écoute, quelle région conseillez-vous pour investir dans le vin? Vers quel millésime également? Pourquoi pas, là, alors qu'on est en pleine période de foire au vin? Alors on a bien compris, les foires au vin, c'est peut-être pas là. C'est bien pour consommer du vin comme ça en se faisant plaisir, mais pour en faire un placement, est-ce que vous avez des idées supplémentaires à apporter aujourd'hui à nos auditeurs? Paradoxalement, aujourd'hui, moi je trouve que Bordeaux redevient une région assez attractive parce qu'elle a tellement souffert non seulement de ce qu'on a pu appeler du Bordeaux bashing, mais d'un véritable désaffection pour ces vins, qu'aujourd'hui on retrouve dans les beaux millésimes des années 90 et 2000 des vins qui sont extrêmement attractifs. Pour vous donner juste un exemple d'un domaine que j'aime particulièrement, qui est le château Aubailly, aujourd'hui vous trouvez des beaux millésimes de ce domaine à moins de 50 € la bouteille. Si on compare ça avec les prix qu'atteignent aujourd'hui certains très grands Bourgognes, c'est clairement une très très belle opportunité. Après, évidemment, la diversification apporte beaucoup de piment à ce qu'on peut appeler du placement vin. Donc, dans la Loire, les prix que vient d'enregistrer ce domaine, qui est très très atypique, montrent que c'est vraiment, on a des locomotives dans cette région et que les prix sont encore extraordinairement bas dans tous les autres domaines. Le Languedoc qui monte en puissance et qui monte en gamme également, là il peut y avoir des belles opportunités. Absolument, oui, il y a aussi de très beaux domaines. Alors il y a un domaine phare qui est la Grange des Pères, mais derrière lui, vous avez en Languedoc et en Roussillon un certain nombre de très très beaux domaines avec des vins en plus de longue garde. Donc ça, en matière de placement, c'est extrêmement intéressant. Bon, je ne sais pas si Jean-François Filiatre a fait exprès, mais aujourd'hui, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs surtout, il a revêtu sa chemise couleur lit de vin, vous voyez. Très étudié. Ça peut être intéressant le vin comme placement, Jean-François? Ouais, aujourd'hui en tout cas je vais pas en boire trop parce que je pense que j'ai légèrement besoin de soigner ma voix. Oh là là. Bon, ok. Allez, merci beaucoup. Merci Angélique pour ces quelques idées pour investir dans le monde du vin. Donc oui, le vin est aussi un placement et Angélique Delinxin vient nous en parler régulièrement pour Ideal Wine. À très bientôt.